le monde m'entend. Alors n'hésitez pas à écrire un petit message euh, sur le chat pour que je puisse savoir que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Parce que j'ai quelques petits problèmes de connexion, donc désolé si ça bug. Alors du coup, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Vous pouvez me laisser un petit message pour savoir? Bon, c'est pas grave. Du coup, bienvenue sur cet atelier de gestion de crise. Ok, super. Bonjour Alors, il y a Bertrand, Bertrand bonjour qui nous Céline. dit oui, il y a Céline qui nous dit oui. Super. Donc je suis Rémi de Together et je suis accompagné de Véro de Bébé Voyage. Bienvenue encore une fois sur cet atelier de gestion de crise. Je serai votre assistante technique. Donc si vous avez des problèmes d'image, de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat et je vous répondrai rapidement. Voilà. Euh, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le petit point d'interrogation qui est en haut. Alors Ah, du il y coup, a si Laurence qui nous dit qu'elle n'a pas de son. Alors, je vais lui écrire, du coup, parce qu'elle va pas m'entendre. Sinon, voilà, par la suite, si le son coupe ou quoi, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, du coup, je vais te laisser la parole, Véro, et moi, je vais Ok, répondre par écrit du coup, à Laurence. Bon atelier à tous, et à tout à l'heure. voilà, bonjour, bonjour, hein. Donc, Véronique, Baby Voyage en Inde. Bon, nous ici, il fait un temps magnifique, hein. Il fait une température exceptionnelle. Les ventilos sont en route et les clims pas encore, mais ça va venir. Donc, je vous ai proposé un atelier gestion de crise de mon côté Destination Management Company, mais bon, on appelle ça réceptif. Alors, dans un premier temps, je vais essayer d'être pragmatique et de ne pas parler uniquement de pandémie, de corona et ceci et cela, parce qu'il faut savoir que la gestion de crise, elle peut être pour des événements extérieurs, effectivement, qu'on ne maîtrise pas, climatiques ou autres, sanitaires, mais elle peut être également du fait de problématiques que rencontrent les voyageurs. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un proche. Et donc la gestion d'une crise n'est jamais gagnée d'avance, ni sur le plan logistique, ni sur le plan humain. Et il y a des principes de base pour avoir expérimenté et le 11 septembre et le tsunami, parce qu'en Inde aussi, on avait le tsunami, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Le volcan, je vais essayer d'être assez pragmatique sur mon expérience sur les dernières années. Alors, il faut savoir que ça peut être une chance. Ça peut être une chance parce que l'évacuation de touristes pour un accident, pour un problème médical, pour le problème du virus que l'on peut connaître. Ça peut être une chance hein, si c'est bien géré parce qu'ils vont devenir vos ambassadeurs. Ce sont des personnes qui vont rentrer avec une impression de sécurité et qui vont pouvoir dire, eh ben, on a été pris en main et ça, c'était top. Alors, il y a 8 principes que je vais essayer de vous décliner, donc 8 points importants qui sont à peu près récurrents, qui ne sont pas spécifiques à nous, agences de voyage, réceptifs ou quoi que ce soit, qui sont des 8 points que l'on peut décliner sur toutes les entreprises. Donc, j'ai essayé de vous les rapporter à notre métier pour que ça puisse vous donner des pistes de travail par ailleurs. Alors, se recentrer sur les valeurs de l'entreprise. On a tous à peu près les mêmes valeurs, à savoir l'intégrité, l'innovation, le respect, la qualité, la nature, le partage. Hein, ce sont des principes moraux, sociaux, d'environnement sur lesquels les organisations basent la grande partie de leur communication et notamment les décisions. Il faut savoir qu'en période de crise, c'est vraiment, il faut revenir à l'essentiel et surtout, il faut s'occuper des voyageurs. Ça, c'est le plus important, s'occuper des voyageurs avant de penser à autre chose. Ça peut paraître anodin, mais on remet le voyageur au centre de ses préoccupations. Ensuite, il faut faire preuve de transparence, parce qu'en effet, l'inconnu peut susciter bien des inquiétudes. Donc, bon, en l'occurrence, ici, Corona, c'était un inconnu pour tout le monde, mais un client qui s'est cassé une jambe au fin fond de la Pampa, en Inde, dans le désert, et qui est en train de se demander dans quel hôpital il va tomber, c'est aussi un problème sanitaire.
Donc, le voyage ne fait pas exception à la règle. L'inconnu peut susciter des inquiétudes et tous les changements que peuvent engendrer un problème, donc une crise, fait que le voyageur va craindre pour son voyage, va craindre pour son équilibre, va craindre pour ses finances. Et donc, c'est important de faire preuve de transparence, d'expertise, d'humain. Donc, même s'il est utopique de vouloir mettre fin à toutes les angoisses, la transparence va grandement aider vos voyageurs qui vont compter sur vous. Ça va leur permettre de ne pas céder à la panique, de leur donner un maximum d'informations. Il faut savoir donc être clair, précis, concret, et en même temps ne pas tout donner comme information, de façon à ne pas alimenter le milieu anxiogène dans lequel ils pourraient déjà être. Ça peut paraître compréhensible avec ce que l'on vit, mais lorsque on sait pertinemment qu'on va être obligé de l'emmener dans un hôpital et qu'il y a 5 heures de route, il faut lui dire il y a 5 heures de route et que pendant ces 5 heures, si vous avez la jambe cassée, ça ne va pas être non plus une partie de plaisir. Donc ça, c'est important. Être présent sur le terrain. Alors, la présence sur le terrain peut avoir plusieurs aspects. Donc, on dit souvent, quand on a le navire qui est pris au milieu de la tempête, hein, il faut que le capitaine ne se cache pas dans la cabine et que c'est le chef d'entreprise qui doit être au front. Dans nos cas, c'est très important que ce soit effectivement les big boss qui prennent la manœuvre parce qu'on a besoin que nos troupes, nos employés soient à faire autre chose et qu'il faut donc vraiment être là pour leur présenter les choses. Donc ça, c'est une règle essentielle, être présent sur le terrain par différents moyens. Hein. On peut être de façon digitale, au téléphone, par WhatsApp, avec les voyageurs, être présent au bureau physiquement avec ses troupes. Et règle essentielle, donc veiller à ce que les collaborateurs soient complètement impliqués à nos côtés et à trouver des solutions. Donc, on donne les fils directives. Je pense, par exemple, quand il a fallu faire gérer les rapatriements, moi, j'avais autour de moi 6 personnes qui étaient sur 6 ordinateurs en train de vérifier sur tous les sites Internet quelles étaient les places possibles. Il y en avait un qui était sur Amadeus, il y en avait un qui était sur Emirates, il y avait l'autre qui était sur Etihad, et on fouillait, et on triait. Donc ça, c'est important de devenir le capitaine, d'être au front pour pouvoir donner des informations. Alors, quand je dis être présent sur le terrain, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai pu faire cette fois-ci avec le Corona pour un client. Eh ben, le seul moyen de communication que j'avais avec le client, c'était Messenger. Et c'était important parce que ça m'a permis de récupérer des traces de nos écrits. Parce que si ce client, il est très gentil maintenant, il va devenir un véritable ambassadeur, il y a quand même eu un gros problème à un moment donné. Si vous voulez lire ici, vous deviez nous aider, il me semble. Pour moi, c'est une grosse déception. On se sent bien seul. Alors que j'avais déjà envoyé plein de choses, des échanges, ceci, cela, donc en lui précisant qu'on était à sa disposition. Ça n'empêche qu'il se sentait tout seul. Pourquoi? Parce que le matin même, j'avais essayé de l'avoir au téléphone. Il a donc capturé l'écran en lui disant « Mais écoutez, monsieur, je suis désolée, mais j'ai essayé de vous appeler à 9h30, à 9h39, à 7h30. Personne ne décrochait le téléphone. » Donc là, il me dit « Ah, mais oui, mais c'est pas le bon numéro de téléphone. Comprenez, le numéro, c'est celui-là. » Sauf que dans ma capture d'écran, le numéro de téléphone m'a été transmis, et donc vous pouvez le voir ici, par son agent de voyage. Et donc là, j'ai pu lui dire comprenez que l'erreur est humaine et tout est rentré dans l'ordre. Donc très, très important de garder la maîtrise de tout ce qui se passe, des traces, parce que le client, les voyageurs, ils peuvent être très sympas, mais on le sait tous, c'est pas toujours évident. Il y a cet aspect panique, il y a cet aspect on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas s'ils sont compétents. Donc important de pouvoir conserver les moyens avec toute la panoplie que l'on peut avoir actuellement. Donc être à l'écoute de son équipe.
des voyageurs, mais aussi des institutionnels. Ça paraît peut-être normal en tant que coronavirus, mais c'est aussi important de savoir en temps normal où est-ce que on intervient. Donc, j'aborderai un petit peu plus en détail tout à l'heure ce point. Dans l'attente, il faut savoir que les voyageurs, il ne faut pas non plus les materner, son équipe non plus. En situation d'urgence, il faut avoir tendance, il faut éviter la tendance de prendre tout à son compte. Il faut vraiment s'appuyer sur son équipe, s'appuyer sur les compétences de chacun et vraiment se concentrer sur le voyageur. Ça me semble hyper important. C'est le facteur humain qui est primordial. Conserver le même niveau d'exigence, voire plus. En temps normal, vous avez un certain nombre d'exigences et en période de crise, il est important de conserver, voire s'astreindre à un niveau d'exigence encore supérieur, tout en prenant en compte les intérêts de son client. L'objectif étant toujours de faire mieux avec moins dans les circonstances qui sont les nôtres. Pas toujours évident, ça je vous l'assure, mais c'est quand même important ce niveau d'exigence parce que, comme je vous disais auparavant, ils vont devenir vos ambassadeurs. Alors, excusez-moi, hop, j'ai perdu le fil. Où est-ce qu'on était? On était ici, voilà. Donc, je reprends la suite. Conserver le même niveau d'exigence. Et je vous parlais tout à l'heure des institutionnels. Donc, dans le cadre qu'on vient de connaître, mais également dans le cadre d'un accident qui est du fait du client, un accident, une maladie, il est bien important de connaître son domaine de compétence, les lois qui régissent les relations voyageurs, agences de voyage ou TO, le mode de fonctionnement des cartes de crédit, et aussi toutes les instances, enregistrement sur Ariane, la fonction d'un chef d'îlot, le rôle du consulat, le rôle de l'ambassade. C'est pas toujours bien perçu. On s'imagine que voilà, on est dans la panade, l'ambassade va s'occuper de nous. C'est pas aussi simple que ça. L'ambassade n'est pas là pour nous en tant que voyageurs. L'ambassade a des relations politiques pour faire entre guillemets briller la France, mais même si en ce moment ils sont sur le terrain et ils sont hyper impliqués dans les rapatriements, ce n'est pas le rôle premier de l'ambassade. Donc, bien important de connaître les institutions, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Quand je parle du fonctionnement des cartes de crédit, il faut bien savoir quelle est la carte de crédit qui intervient. Les gens sont persuadés que parce qu'ils ont payé leur voyage avec une carte de crédit, ils ont une couverture, ils vont être rapatriés, ils vont être ceci, ils vont être cela. Bien savoir comment ça fonctionne pour pouvoir piloter les voyageurs sur payer sa facture d'hôpital, ce qui n'est pas toujours évident, prise en charge, les aider dans tous les domaines. Ça, c'est hyper important. Et ça se prépare, ça s'anticipe. Ce n'est pas au moment où on est confronté à la crise qu'on doit le savoir. Donc, c'est ça, moi, j'ai mis les cartes de crédit dans les institutionnels. Les domaines de compétences, les relations voyageurs, agences de voyage sont également importantes. Lors de cette crise avec donc, le Népal, j'ai eu quelques soucis avec des voyageurs. J'étais pieds et poings liés avec les contraintes de mon agence de voyage. Même si nous, entre nous, agences de voyage réceptifs, on était d'accord sur la démarche à accomplir, il se trouve que le contrat tel qu'il existe ne nous permettait pas de faire un certain nombre de choses et que nous étions contraints de nous y plier. Donc, on l'a fait, on l'a suivi. Ça n'a pas toujours été évident. Le client, maintenant, tout est rentré dans l'ordre, mais ça n'a pas toujours été si simple à ce niveau-là. Ensuite, il faut entretenir une attitude positive. Alors, ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, surtout en cas de pandémie. Garder le moral au beau fixe alors qu'on est en train de gérer des dizaines et des dizaines de rapatriements, qu'on n'a pas dormi depuis 10 jours, que les clientes sont en train de paniquer, pas toujours évident. Et pourtant, c'est important de garder un esprit positif.
pour préserver son équipe, parce que vous devez être le capitaine, donc vous devez être là en train de dire on y va. C'est aussi important en cas de maladie, en cas d'accident, parce que le voyageur va être confronté à des standards sanitaires qui ne sont pas ceux qu'il connaît chez lui. Et donc, forcément, c'est pas toujours évident. Alors, moi, je prends souvent l'exemple en disant mais vous inquiétez pas, moi, j'ai déjà subi 5 opérations en Inde, avec anesthésie générale, il n'y a pas de problème, vous allez être bien pris en charge, mais c'est souvent la panique qui prédomine, avec des idées qu'ils vont être dans des hôpitaux qui sont absolument dramatiques, alors qu'une fois qu'ils auront fini de faire la route pour arriver au point qui les intéresse, et d'avoir une prise en charge hôpital, ils vont se rendre compte que ça va très vite, que tout a été préparé, qu'ils ne sont pas là en train de faire la queue, qu'il y a une équipe de Bibi Voyage qui les attend, qu'il y a un guide francophone qui a été mobilisé pour qu'il puisse communiquer avec les infirmières, avec voilà. Donc toujours très important de mettre en place une attitude positive et toujours autour du voyageur. L'attitude positive, elle peut être de différents ordres, de différents niveaux. Par exemple, pour le client népalais, il avait un groupe Facebook pour tenir au courant tous les amis en France. À un moment donné, je lui ai demandé la possibilité de pouvoir intervenir sur le groupe. Ce qui fait que quand il y avait connexion ou pas connexion, c'était moi qui alimentais leur groupe Facebook pour donner des informations. Ce qui permettait, je vous donne un autre exemple ici, le 20 mars, à un moment donné, j'ai dit qu'ils sont en route et on continue de s'occuper des autres parce qu'effectivement, il y en a 2 qui ont pris un vol Qatar Airways alors que les autres ont pris un vol plus tard, 3 jours plus tard en fait, du fait des disponibilités d'avions. Et donc ça, c'était très important parce que ça permettait à tout le monde et ça permettait à leur public de se rendre compte qu'il y avait une véritable prise en charge, qu'on savait exactement où ils étaient, qu'est-ce qu'il en était. Donc voilà pour des petits exemples. Ensuite, je continue. Garder son sang-froid. Alors je suis pas un modèle d'exemple. Le stress possède certainement une utilité sur le court terme, un effet galvanisant, mais le pic d'adrénaline peut rapidement devenir toxique si on le laisse s'installer très durablement. Donc ça, comme je vous le dis, je ne suis absolument pas un exemple. Alors, garder son sang-froid, il y a des moyens, il y a des techniques, s'accorder des moments de détente, du sport, de la famille, la nature, la méditation. Enfin bon, à chacun son truc. Hein. Moi, personnellement, je gère mon stress en faisant de l'exercice. Alors là, les 5 km, c'est pas grand-chose. Hein. C'est plutôt du 10. Mais voilà, chacun son truc. En tout cas, ce qui est important, c'est de gérer son stress parce que quand on est en situation de crise, que ça peut être un accident, une hospitalisation d'un client, l'obligation de lui annoncer le décès d'un proche et qu'il va falloir rentrer, parce que ça aussi, on ne se rend pas compte, mais c'est une situation de crise. Quand vous avez une agence de voyage qui vous appelle et qui vous dit, bon, le papa de monsieur Intel vient de décider et il faut lui dire qu'on arrête le voyage pour rentrer, c'est une situation de crise. Les moyens de communication actuels permettent que le client soit au courant avant nous. C'est pas toujours évident parce qu'il peut être dans un endroit paumé où la personne qui va devoir faire l'annonce, c'est nous, réceptifs. Donc, c'est pas toujours évident. Et pour moi, c'est une crise à gérer au même titre que la pandémie actuelle. Anticiper la crise pour mieux s'y préparer. Alors, c'est sûr qu'une crise comme le corona, on est sûr, personne ne s'y attendait. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je tenais absolument à parler des accidents, de tout ce que j'ai pu vous donner comme exemple, et je dois certainement l'oublier. C'est brutal, c'est imprévisible, c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas, et pourtant, on doit être prêt à l'affronter. Bon, alors, et moi, j'ai la chance d'avoir été sauveteur en mer, d'avoir été sapeur-pompier. J'ai donc eu une formation à l'urgence en France, bien avant. Il y a donc de nombreuses années où on n'était pas avec les moyens de communication que l'on a actuellement. Donc, j'essaye d'appliquer tout ce que j'ai pu apprendre lors de ces stages, lors de ces formations, en équipe, tout seul, les gestes
les gestes à suivre. En tout cas, lorsqu'une une crise s'annonce, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut, il faut il faut s'y confronter. Il faut avoir fait preuve de prévoyance, de perspicacité, être capable d'une prise de décision rapide, judicieuse. C'est pas toujours évident, mais ça se prépare, ça s'anticipe. Ça, c'est ce que je disais, c'est d'avoir réfléchi à comment fonctionne une carte de crédit, quel est le contrat, quelles sont mes obligations. Tous ces points importants s'acquièrent au fur et à mesure. En fonction des circonstances, en fonction du pays dans lequel on travaille, en fonction des différents domaines. Donc ça s'apprend. Alors, je voudrais juste, par exemple, vous donner un exemple. Maintenant, actuellement, pour rester en contact avec les institutions, c'est pas compliqué. Hein, il suffit d'être branché, par exemple. Bon, en tout cas, pour moi, c'est le consulat de France à New Delhi. Bon, il faut savoir, par exemple, là, on est le 10 avril sur ce petit truc. À partir du 9 mars, c'est-à-dire donc bien en amont de tout ce que l'on a pu connaître, j'étais déjà en contact avec le consul de mon propre chef parce que nous avions déjà des problèmes de clients qui rencontraient des situations de quarantaine dans le Kerala, parce que si le gouvernement, le ministre du Tourisme indien a annoncé en date du 13 mars et nous a demandé de virer tout le monde. C'est comme ça, hein, ça nous est arrivé en pleine figure le samedi 14 à 16h, alors que le texte officiel émis par le ministère du Tourisme a été signé le 13 mars. Il nous a été demandé à nous, tour opérateurs, de prendre les choses en main et de demander à tous nos clients, un par un, agence de voyage, pas agence de voyage, contrat, pas contrat, de prendre les dispositions pour les foutre dehors. Donc, c'était antérieur de 3 jours par rapport à la décision de la France et du discours de M. Macron. Et donc, ce genre de document, c'est moi qui l'ai transmis à l'ambassade parce que ça nous concernait, nous, en interne. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important au niveau des institutions d'être au courant des institutions auxquelles on est rattaché, à savoir la France, mais aussi ces institutions locales indiennes. Donc, ça paraît important, mais mettre au cœur le client, le voyageur, être compétent, être présent sur tous les fronts pour que les situations de crise se passent au mieux. Voilà, voilà. Je vais vous laisser maintenant me poser des questions si vous voulez. Il nous reste encore un petit peu de temps. En tout cas, au niveau de présentation, pour moi, s'il en est, c'est fini. Mais pour les questions, il n'y a pas de problème, je suis présente. Alors, j'ai Laurence qui nous met quelque chose. Il y a Céline qui est également en train de nous taper une question. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions. Alors, pouvez-vous nous donner d'autres exemples de votre vécu et les argumentaires donnés aux clients? D'autres exemples de votre vécu. Bah, quand par exemple il y a eu le volcan, situation complexe, on ne pouvait pas renvoyer personne. Donc les clients, les voyageurs étaient coincés et bloqués en Inde. Dans ce cas-là, quoi faire? Ils sont obligés de rester dans des hébergements.
à la charge de qui? Le volcan n'est pas de notre responsabilité. Donc, c'est pas toujours évident de dire à un client, bah voilà, vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, vous allez y rester pendant on ne sait pas combien de temps, à un hôtel à 200 € ou 300 ou 400 € la nuit. Donc, en l'occurrence, on avait trouvé un système, on avait trouvé une solution. Dans la mesure où nous avons des chambres d'hôtes à Delhi et que nous avons un réseau de chambres d'hôtes, que nous n'avions pas de problème de circulation à l'époque, j'ai tout de suite proposé à l'ambassade en leur disant, écoutez, tous les Français qui peuvent être coincés, plutôt qu'ils restent dans des hôtels à 5 étoiles à des sommes astronomiques, moi, je vous propose de leur proposer des hébergements plus simples, des chambres d'hôtes où je vais négocier les tarifs à 30 ou 40 euros, ce qui leur permettra au niveau financier, puisque comme je vous l'ai dit un peu plus haut, quand il y a des crises, l'impact financier est un des éléments que le voyageur va vouloir imaginer et rendre en compte. Et donc, on a mis en place tout un réseau avec les chambres d'hôtes qu'on avait tout autour de nous, ici à Delhi. Donc, une fois que tous les clients étaient rapatriés sur Delhi, on organisait des bus pour aller à l'ambassade, pour assister aux réunions de l'ambassade de France. On organisait des bus pour aller faire les courses. Et quand les aéroports ont recommencé à ouvrir après le volcan, il fallait remettre tout le monde au fur et à mesure dans des avions. Et là, j'ai les clients qui se sont organisés, je partais à l'aéroport parce que bon, on était il y a 10 ans, donc on n'était pas du tout dans les moyens de communication que l'on a actuellement et les données que l'on a. Je passais mes nuits pour trouver des places, pour dire bon allez hop, demain je vais pouvoir mettre celui-là, et hop, tap. Mais quand j'arrivais à la maison, les voyageurs m'avaient préparé à manger. Les voyageurs s'étaient occupés de mes enfants, de leur faire les devoirs, de leur faire prendre la douche puisqu'ils étaient plus petits à l'époque. Et ce sont des clients que j'ai rencontrés dans les galères, qui n'étaient pas des clients qui m'étaient propres et qui sont devenus des ambassadeurs de Bibi Voyage, qui continuent à voyager et qui continuent à dire, ben voilà, quand il y a des grosses merdes, ils sont là. Donc c'est pour ça que je disais que ça peut être une opportunité. C'est pas toujours évident, mais c'est un des exemples que je peux donner. Est-ce que Julie, ça vous convient comme exemple ou est-ce que vous en voulez d'autres? C'est pas toujours évident là à brûle-pourpoint de vous trouver des exemples. Alors, Julie me dit bonjour Véronique, hop, j'arrive pas à lire. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples de votre vécu? Important d'avoir un réceptif français, pas seulement francophone, qui sera à même de connaître les législations des deux pays, contrairement à un réceptif du pays qui va devoir gérer les autres nationalités de ce client. Ça, effectivement, Eric, bon, c'est chacun qui voit. Hein. Nous, effectivement, on a toujours fait le pari depuis qu'on est en Inde. Moi, je suis en Inde depuis 19 ans. Donc, je suis française. Mon mari est francophone. Mon mari, vous ne le connaissez pas, mais en même temps, c'est celui qui signe depuis 30 ans des reportages pour toutes les grandes chaînes, les grandes émissions, Thalassa, Faut pas rêver ou Ushuaïa. Donc, c'est quelqu'un que vous voyez au générique, mais jamais à l'écran. Et donc, on est francophone, on est français, parce qu'effectivement, c'est très important de pouvoir connaître les législations, comme je disais, les réglementations, les institutions, à savoir consulat, ambassade, comment ça fonctionne, mais également comment fonctionnent les cartes de crédit, qui ne sont pas les mêmes dans chaque pays, comment fonctionne son propre pays dans lequel on fonctionne. Hein. Moi, j'avoue que si je n'avais pas mon mari sur qui je peux me reposer, il y a un certain nombre de choses qui me passeraient parce que sur les sites officiels indiens, il y a un certain nombre de choses qui nous sont communiquées en hindi. Et donc, quand à un moment donné, mon mari, cette fois-ci, pendant le Corona, il était au Kerala, on recevait des informations du Kerala qui étaient émises en malayalam, on recevait des informations du Tamil Nadu qui étaient émises en tamil, et on n'avait pas forcément la version anglaise de tout de suite, et ça nous permettait effectivement d'intervenir et de gérer rapidement. Mais ça, c'est également important aussi d'avoir un réceptif
qui soit bien à même d'être référencé par ces institutions, qui soit affilié auprès des organisations locales, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a toute une réglementation interne. Nous, en l'occurrence, sur l'Inde, nous avons la Indian Association des Tour Operators, la IATO. Donc, en l'occurrence, au Kerala, aux alentours du 9 mars, on a 2 clients que la police a voulu mettre en quarantaine, alors que rien, aucun texte de loi n'était à ce moment-là obligatoire. Nous avons fait intervenir la Indian Association des Tour Operators pour lever la quarantaine. Alors, il y a une autre question qui... Avez-vous déjà réfléchi à un après-corona, un argumentaire nécessaire pour rassurer les clients et faire repartir le tourisme? On y planche, on y planche. Deuxième question, comment pensez-vous que l'Inde va réagir? Avez-vous des informations? Alors là, je vais être très claire avec vous. Je suis dans la même situation que vous. On regarde, on attend de voir ce qui se passe. On est en webinaire toutes les journées avec nos instances. Ce matin, c'était un webinaire entre les relations patrons et employés, parce que nous n'avons pas de chômage technique, de chômage partiel, nous n'avons rien, et on nous demande de payer les salaires de nos employés. Donc, on a payé le mois de mars, et là, on fait comment? On n'a plus de rentrée, donc on va payer comment le mois d'avril? Les aides, il n'y a rien. Et pourtant, le gouvernement nous demande de conserver nos employés et de les payer. Donc, nous aussi, on est dans une situation de crise, on se forme en interne, on a des webinaires avec des hommes de loi organisés par notre Indian Association des Tour Operators. Alors, l'argumentaire nécessaire pour assurer les clients et faire repartir le tourisme, on y travaille. Pour l'instant, j'estime que c'est peut-être un petit peu tôt. Je pense qu'il faudra effectivement qu'on y pense, mais on ne peut pas mettre un argumentaire actuel puisqu'on ne connaît pas ce que les institutions, ce que les autorités indiennes vont nous demander. Donc, difficile de dire que pensez-vous, comment pensez-vous que l'Inde va réagir? Avez-vous des informations? La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Inde actuellement a une autre approche en termes de gestion du coronavirus par rapport à ne serait-ce que nos autorités françaises. Nous sommes encore à une phase cluster, donc avec une propagation qui est contenue à l'échelle de 1,3 milliard. Il faut quand même savoir que l'Inde a refusé. Imaginez quand même, l'Inde, les autorités indiennes ont demandé à leurs ressortissants indiens qui étaient à l'étranger de rester là où vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rapatriement des Indiens. Il y a eu des rapatriements locaux, mais à un moment donné, c'était même pas la peine. C'était rester chez vous. Vous habitez aux États-Unis, vous restez aux États-Unis. Vous habitez en France, vous restez en France. C'est pas la peine de venir, de venir nous ramener ça. Donc, on fait comme vous, on reste scotché aux informations, on attend les informations de nos institutions et on va voir comment ça se passe. Mais vous fournir un argumentaire là, maintenant, pour assurer les clients, j'en sais rien. Faire repartir le tourisme, j'en sais rien. Comment l'Inde va réagir, j'en sais rien. Je suis comme vous, j'attends. Mais je serai proactive une fois que les informations arriveront. Merci Julie. Bah, pour vous aussi, Laurence, hein. On est tous dans le même bateau. Il y a encore des gens qui tapent, donc j'attends de voir
s'il s'agit d'une question ou pas. Bah, ce sont les expériences qui permettent d'avancer, hein. Et oui, donc voilà, bah, il reste encore 12 personnes. Personne n'a encore... Alors, du coup, est-ce que vous avez encore des Il y a questions à Julie. poser à Véronique? Ouais, d'écrire. Oui, il y a Julie qui est en train d'écrire, donc je ne sais pas. Bon, il y en a beaucoup, Voilà. hein, si vous voulez la lire Donc, c'était pas une pour question. vous occuper. Il y a du Thalassa, il y a du Faut pas rêver, il y a du Ushuaïa, il y a du... la dernière que l'on a pu faire, c'était Échappée belle avec Raphaël de Casablanca. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en direct et je pourrais vous envoyer un certain nombre d'émissions qui vous permettront de vous évader. Et puis là, dernièrement, je me suis amusée à faire un petit clip. Donc, si vous voulez me rejoindre sur ma page Facebook, ce sera avec plaisir que je vous partagerai l'amour de mes destinations, à savoir l'Inde, le Népal et le Bhoutan. Vous me trouverez Véronique Narayana Swami sur Facebook. Ben, très bien. Hop, merci. Véro pour cet atelier du coup sur la gestion de crise. Merci à vous d'avoir participé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Eh oui, à très bientôt. Bye bye. Ciao. Au revoir. Namaste.